Hello dear friends, this is the tea time. Allez, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ce nouveau tea time ensemble où on va encore partager, j'espère, des bonnes choses. J'ai rien préparé, donc je vais tout préparer avec vous. J'ai juste ma petite théière d'eau chaude, ma petite tasse, mon thé est pas du tout préparé, donc je vais le faire avec vous. Pour vous dire que le sujet de la vidéo aujourd'hui va être un petit peu différent. Pourquoi? Parce que j'avais sélectionné des questions et je voulais faire un thème un petit peu sur l'Égypte, le passé, les réincarnations, etc. Vu que c'était déjà plus ou moins la thématique la semaine dernière. Et puis il y a eu des nouvelles choses qui se sont faites là cette semaine et qui m'ont donné envie de partager avec vous d'autres choses. Alors vous inquiétez pas, vos questions, je les garde précieusement, hein, je les traiterai dans les prochains tea time, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que vous êtes nombreux. J'ai mon sucre qui a collé. Attendez. Vous êtes nombreux à avoir vu, je pense, la vidéo que j'ai faite sur les prédictions 2020. Et je voulais partager ça avec vous dans une thématique un peu moins apocalyptique et quelque chose qui fasse moins peur parce que voilà, je conçois que la vidéo puisse un petit peu effrayer. Si en plus par malheur vous êtes un chouïa dépressif en ce moment, vous n'avez plus qu'à vous suicider, hein. Voilà, non, ne le faites pas, sérieusement, ne le faites pas. Parce que je voulais utiliser justement cette vidéo pour qu'on puisse discuter sérieusement sans l'aspect tragique, dramatique, apocalyptique et tous les hicks que vous voulez mettre. Je voulais qu'on puisse partager ça vraiment ensemble et que je puisse vous exposer très clairement mon point de vue, mais également les ressentis que j'ai par rapport à ça. Euh, Allez, c'est bon. On va laisser infuser. Alors, tout d'abord, pourquoi je vous ai fait cette vidéo concernant ces prédictions 2020? Comme je vous l'ai dit sur la vidéo, ça fait depuis 2018. Bon, sincèrement, si je devais être totalement honnête avec vous, ça fait depuis beaucoup d'années que j'ai déjà ce ressentiment. Mais on va dire que depuis 2018, il s'est intensifié, il est beaucoup plus présent. Qu'est-ce que moi, en quoi je crois exactement par rapport à tout ça? Est-ce que oui ou non une apocalypse est possible, voire envisageable? Est-ce que tout ce qui est écrit dans la Bible peut se réaliser? Est-ce que les prédictions de Nostradamus sont réelles et vont se produire, etc. Est-ce que je suis un partisan de la collapsologie? Est-ce que je suis un oiseau de mauvais augure? Est-ce que je suis un de ces nombreux, comment on appelle ça, vous savez, ces pseudo-voyants qui promuent n'importe quelle catastrophe et qui éthèrent, hein, leurs théories à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit en disant ah, voyez, qu'est-ce que je vous disais, hein? Non. Voilà. Je vais vous exposer très sincèrement et très honnêtement ce en quoi je crois exactement. Moi, je pense que aujourd'hui, à l'heure actuelle, les choses telles qu'elles sont ne peuvent plus continuer. Je pense qu'on a atteint un certain palier en termes d'évolution. On va analyser de façon objective les choses. Mais si vous regardez aujourd'hui, on ne fait plus véritablement de grandes avancées. Attention, je ne parle pas côté santé, je ne parle pas de la technologie, etc. Je ne parle pas de ce type d'avancée-là, mais je parle vraiment d'inventions au sens propre, c'est-à-dire des inventions qui vraiment sont utiles pour l'évolution de l'homme. Si je prends par exemple les dernières inventions qui ont été faites, ce serait avec la révolution industrielle, les machines, etc. Tout ceci a changé la face du monde. Je ne vous parle pas du dernier smartphone qui fait option micro-ondes et tout ce que vous voulez, qui va juste révolutionner la vie d'une poignée de personnes qui auront les moyens de pouvoir s'acheter ce smartphone. Je ne vous parle pas non plus de certaines, comment on pourrait dire, certaines avancées dans la médecine qui, pareil, ne concernent pas forcément une grande échelle, même si la médecine, on est tous concernés par la médecine et la santé, très clairement. Mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de réelle invention qui serait capable de pouvoir changer véritablement la face du monde. Ou alors, je sais pas, ces inventions, est-ce qu'elles sont terrées, est-ce qu'elles sont gardées secrètes? Je sais pas. Je sais pas parce que si vous prenez par exemple les voitures, etc., on a certainement qu'il existe des choses qui pourraient lancer, si vraiment on voulait, si on s'occupait vraiment de l'écologie, comme on dit, on a certainement
plein de plans B qui sont là dans des hangars, dans des cartons bien protégés. Et pourquoi on ne les met pas au grand jour? Tout simplement à cause de ça. Parce que aujourd'hui, la seule, comment on pourrait dire, la seule chose qui obnubile l'homme, c'est avant tout l'argent et le pouvoir, rien d'autre. C'est pour ça que ça me fait sourire quand on parle de cette écologie, parce que c'est d'une hypocrisie, mais sans nom. Enfin, je veux dire, si vraiment tout le monde se préoccupait de l'écologie, on vous bourrerait pas le crâne en vous disant recyclez vos bouteilles, les centres commerciaux ne vendent plus enfin, n'offrent plus des sacs plastiques, il faut acheter à la place. Non mais on, on va arrêter de déconner 2 minutes. Si vraiment les grands dirigeants se préoccupaient de l'écologie dans le monde, il y a plein de choses qui disparaîtraient, plein de choses qui changeraient. Enfin, voilà, faut arrêter, c'est pas nous, comme je le disais sur la vidéo, c'est pas nous à notre échelle que nous sommes en capacité de pouvoir faire changer quoi que ce soit. Attention, quand je dis nous, je parle de chacun dans son coin. Hein, je sais pas moi, sur une ville de 500 000 habitants, combien recyclent leurs bouteilles? Combien font du tri sélectif? Combien font attention à leur consommation d'eau? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Combien, hein, ça va représenter, allez, sur 500 000 personnes d'une ville, 10 000 personnes, 20 000, en étant très très optimiste, 100 000, un cinquième. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nous, à notre échelle, qui pouvons changer les choses, très clairement. Il faudrait, à la rigueur, que tous les êtres humains de la planète le fassent. Oui, là, peut-être qu'effectivement, ça pourrait faire changer certaines choses. Mais à côté de ça, vous embêtez à recycler vos bouteilles, etc. Mais à côté de ça, vous allez avoir un gros ponce de surconsommation qui va raser des hectares et des hectares de forêt par jour pour produire des trucs, de l'huile de palme, n'importe quoi, du papier, du pétrole et ceci et cela, enfin voilà. À côté de ça, vous allez avoir encore certains pays qui vont utiliser des centrales à charbon, d'autres qui vont, je sais pas moi, c'est qu'il y a tellement d'exemples, il y a tellement d'exemples à vous citer que même moi, je sais même pas quoi citer parce qu'il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Tout ça pour dire que ce n'est pas nous, simples petits humains, qui à notre échelle pouvons véritablement faire changer les choses. On peut contribuer à un changement, on peut commencer à faire changer nos méthodes de consommation. Déjà, on pourrait tout simplement arrêter de surconsommer, arrêter d'acheter tout et rien. Hein, comme je le disais dans la vidéo, dans chacun de vos maisons, dans chacune de vos maisons, dans chacun de vos appartements, il y a au moins 90% de trucs dont vous pourriez vous passer, mais facilement, vraiment. Si on voulait véritablement se connecter à la nature, on pourrait se passer de plein de choses. Tout comme je vous l'avais dit, il nous faudrait juste de quoi dormir, de quoi manger, nos besoins, je parle de nos besoins, les besoins qu'on va faire aux toilettes. Nos besoins dans l'extrême, on pourrait juste faire ça dans un trou, creuser à même la terre. Donc dans l'extrême, on n'aurait même pas besoin non plus. Voilà, pour dire que il y a plein de choses dont nous n'avons pas besoin, très clairement. Donc c'est déjà nous, parce que nous, le pouvoir qu'on a d'ailleurs sur les grosses sociétés, c'est le pouvoir de consommer. C'est-à-dire qu'on a deux choix dans la vie. Ou on est victime de ces sociétés-là et de cette surconsommation, parce que du coup, c'est nous qui consommons ce qui est produit. Et donc par conséquent, eh bien, on aide aussi les grosses sociétés à produire encore plus, donc détruire davantage. Mais on a aussi le choix de ne pas consommer tout ce qui nous est mis sous le nez. Et le problème, c'est que si les grosses sociétés qui produisent, si elles se retrouvent du jour au lendemain boycottées avec plus personne pour consommer leurs trucs, et bien concrètement, elles vont toutes s'arrêter et elles vont toutes faire faillite. Voilà. Donc nous, notre pouvoir, on ne peut pas faire changer véritablement les choses. Par contre, nous, on a le pouvoir indirectement de faire changer certaines choses et de boycotter, de faire tomber aussi certaines licences, certains gros ponts, certaines sociétés. Et ce en quoi je crois aussi, pour ça je voudrais pas que vous croyiez que mon discours est fataliste, etc. Non, au contraire, il est rempli d'espoir. Parce que s'il y a bien une valeur qu'on ne peut pas reprocher à l'homme, c'est que l'homme a une très grande capacité d'adaptation. Quand on voit quand même l'homme a émergé aux alentours de moins 250 000, moins 300 000 à peu près, attention, je parle de l'homme
à peu près homme, hein, et encore quand je dis à peu près homme, c'est un grand mot, mais voilà, l'homme a environ 300 000 ans. Bon, l'homme moderne, lui, est beaucoup plus récent, hein, quelque chose comme 10-15 000 ans environ. Enfin, non, même plus, je dirais même 20 000 ans depuis la dernière glaciation. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire, là, les amis? Je me suis perdu dans mon discours, je voulais tellement en dire. J'en ai tellement d'ailleurs à dire, je ne sais plus. Euh, je ne sais plus. Ça c'est con, ça c'est le blanc quand même. Bon, bah du coup, je vais en profiter pour boire un coup. Je fais attention, j'ai une feuille qui est tout de suite là, qui flotte. Euh, Tout ça pour vous dire que ce en quoi je crois, oui, la capacité d'adaptation de l'homme, voilà ce en quoi je parlais. Que je disais, l'homme quand même, il a connu beaucoup de choses. Il a connu les glaciations, il a connu l'immigration, parce que l'homme à la base vient du berceau de l'humanité qui est l'Afrique. Et il a réussi, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, à coloniser tous les continents de la planète. C'est incroyable. Il a réussi à s'adapter à son environnement, il a réussi à le comprendre. Il, entre guillemets, à le dominer. Hein, même si j'aime pas trop ce mot, on va dire à l'apprivoiser et le maîtriser. Mais l'homme a cette très grande faculté de pouvoir s'adapter dans son environnement. Donc aujourd'hui, ce en quoi je crois, ce n'est pas en la fin du monde comme beaucoup pourraient. Hein, je pense que tous, vous avez plus ou moins rencontré un jour dans votre vie quelqu'un qui était partisan complet de la fin du monde, c'est-à-dire l'éradication simple et nette du monde, tel qu'on le connaît. Non, moi je ne crois pas en ça. Je crois à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. Je crois qu'on arrive aujourd'hui à la fin de quelque chose et on l'appelle comme on veut, Gaïa, Mère Nature, le karma, tout ce que vous voulez. Mais il va y avoir ces forces, ces énergies qui vont nous présenter la note pour toutes les bêtises que l'on a pu faire et je pense que cette note va être extrêmement salée. De la perte, il va y en avoir. Beaucoup, je sais, c'est triste à dire, mais il faut dire les choses telles quelles. Hein. C'est comme quand il y a une pandémie mondiale. De la perte, il y en a avant qu'on puisse comprendre, adapter, essayer de faire des vaccins, etc. Donc de la perte, il va y en avoir. Malheureusement, ce dont j'ai peur, c'est que la perte qui va être faite sera auprès des innocents. Comme d'habitude, hein, c'est les gros ponces qui manipulent les ficelles. Eux, comme ils ont les moyens, ils pourront plus ou moins se protéger et voilà, et avoir un certain train de vie. Et puis c'est nous, les pauvres misérables, qui allons ramasser les pots cassés. Et c'est voilà, c'est nous, nos enfants, nos familles. Voilà, c'est nous qui allons ramasser. Il est fort probable aussi que ce soit tous les pays entre guillemets sous-développés qui ramassent le plus parce que eux n'ont même pas de moyens tout court. C'est-à-dire que rien que le virus de la grippe suffirait à les éradiquer. Alors imaginez si on avait une catastrophe d'ordre planétaire. Hein, il ferait peut-être pas long feu. Ou au contraire, peut-être l'inverse. Peut-être que c'est eux qui arriveraient à tirer leur épingle du jeu parce que justement, ils ont l'habitude de vivre avec rien. Ils se sont adaptés encore bien plus que nous. Et quand on dit que ce sont ces pays qui sont sous-développés, je suis pas très sûr quand même. Hein, parce que nous, on est surdéveloppé technologiquement parlant, mais surtout financièrement parlant, parce qu'on a les moyens, on fait partie de ces pays riches qui avons les moyens. Mais nous, enlever notre argent, la sécu, la mutuelle, les vaccins, les médicaments, la possibilité, dès que vous avez quelque chose, vous avez le médecin qui est à côté, vous avez le supermarché qui est à côté, etc. Enlevez tout ça, enlevez tout votre train de vie, enlevez la richesse du pays dans lequel vous vivez et mettez-vous à poil dans une jungle. Et ben, d'après vous, entre le petit nomade de son pays sous-développé par rapport à vous en pleine jungle, et ben, me demande lequel des deux survivra pendant 15 jours, 3 semaines, un mois ou un an dans la jungle. Hein. Donc il faut se méfier de ce qu'on appelle sous-développé. C'est peut-être nous qui ramasserions le plus, hein, parce que justement, à force d'être, nous malheureusement, on fait partie de ces pays qui sont assistés. Et oui, j'ai dit le mot, on est assisté. On en est à la limite de créer des robots pour vous torcher le fion quand vous allez aux toilettes. On est à ça quand même, hein, on est bientôt à ça. Hein. Et oui, oui. Hein. Donc, ce qui fait que l'homme aujourd'hui dans nos pays sait quasiment plus rien faire. Faut dire ce qui est. Regardez votre cuisine, un exemple tout bête. Prenez votre grand-mère. On va pas aller très loin, juste votre grand-mère. Votre grand-mère, elle, quand elle a connu la cuisine, certainement que la cuisine devait ressembler quelque chose qui était assez proche de la petite maison de la prairie. C'est-à-dire
un évier, et encore un évier, c'était grand luxe hein, d'avoir de l'eau courante à l'époque. Donc peut-être qu'elle, elle avait son seau pour aller ramasser l'eau du puits ou de la fontaine ou je ne sais quoi. Il devait y avoir un four qui devait servir autant de chauffage que de four, que de gazinière, que de tout ce qu'on veut. Elle devait avoir un faitout pour faire la soupe, peut-être une poêle pour faire la viande, et encore... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les moyens, elle avait quasiment rien, votre grand-mère. Aujourd'hui, votre cuisine, je serais curieux de savoir à quoi elle ressemble. Vous avez le micro-ondes pour faire réchauffer. Vous avez le four. Attention, four, chaleur tournante, chaleur je sais pas quoi et compagnie. Vous avez le cuiseur vapeur pour cuire à la vapeur. Vous avez, je vais pas citer la marque, mais vous savez ce robot à 1500 balles qui fait quasiment tout et qui vous fait même le café et qui vous réveille le matin. Hein. Vous voyez celui dont je parle. Donc il y a celui-là, mais en plus de ça, vous avez le batteur électrique pour battre vos œufs en neige, vous avez le truc électrique pour faire la soupe, vous avez le truc électrique pour faire les gaufres, vous avez le truc électrique pour faire la raclette, vous avez le truc électrique pour... Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que rien que pour faire de la cuisine, et le pire c'est que vous avez tous ces instruments, avec une cuisine de 30 mètres carrés, tout ça pour faire très souvent appel à un traiteur, à un resto, à des plats tout prêts, à de la boîte, à du surgelé. Soyons honnêtes 2 minutes, surtout mes abonnés. Je serais curieux de savoir combien ont cette cuisine que je décris et combien d'heures véritablement vous passez à cuisiner. Franchement. Alors qu'avec rien, je veux dire avec un couteau, une poêle, un four, vous pouvez tout faire. Mais voilà, il faut faire appel à ça. Vous savez, ça là, ce gras qu'on appelle l'huile de coude. Et malheureusement, l'homme d'aujourd'hui, dans nos sociétés, il ne sait plus faire ça. Il sait plus. On est assisté pour tout, mais pour tout, absolument pour tout, on est assisté. On vous dit qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, comment vous devez vous y prendre, quels accessoires il vous faut, et limite on vous prend par la main en vous montrant comment il faut faire, et limite on le fait quasiment tout pour vous, vous n'avez plus qu'à faire réchauffer après. Bon là je parle pas que de cuisine, hein, je parle en règle générale. Donc ce qui fait que l'homme moderne, à l'heure actuelle, est complètement assisté. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. Et là où je voulais en venir, c'est que ce que je vous disais, que je ne croyais pas en la fin du monde telle qu'on pourrait se l'imaginer, je ne crois pas en l'apocalypse de Saint Jean, je ne crois pas à toutes ces prophéties, vous savez, comme 2012 et compagnie. Non, je ne crois pas à toutes ces fadaises, véritablement. Par contre, je crois qu'effectivement, on arrive à la fin d'un cycle, qu'on arrive à la fin de quelque chose et que ça ne peut plus durer ainsi, très clairement. Et ce qu'il faudra changer, d'abord, avant de changer, il faut d'abord se poser une question. Excusez-moi, c'est le témente. Il faut d'abord se poser une question. Et la vraie question à se poser, c'est pas quand ça va arriver. Non. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on pourra faire après? Comment on va pouvoir changer après ça? Quelles valeurs il va falloir adopter? Quelles sont les idéologies auxquelles il va falloir renoncer, voire même abolir. Comment est-ce qu'on va pouvoir changer notre façon de vivre pour à nouveau se reconnecter avec le monde qui nous entoure, hein? Moi, je crois que c'est ça, en fait, les vraies questions qu'il faut se poser, parce que le quand, on s'en fout du quand, ça va arriver, que ce soit cette année, en 2021, que ce soit en 2050, peu importe, ça arrivera. Tôt ou tard. Et vous savez, il faudrait pas grand-chose hein, pour qu'il y ait une catastrophe planétaire. Regardez, dans la vidéo des prédictions 2020, je parlais des tempêtes solaires. Ça paraît bête, le soleil vous le voyez tous les jours. Hein. Pour vous, le soleil c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est l'été, c'est les cocktails, c'est la piscine, c'est la plage, c'est la mer, c'est tout ce que vous voulez. Mais non, non, le soleil, entre guillemets, c'est pas qu'un ami, c'est quand même une bombe qui peut exploser à tout moment. Donc c'est pas qu'un ami le soleil, hein, faut pas y voir que le côté positif. Mais le soleil, s'il lui prend l'envie de déclencher une tempête et puis qu'on y soit en plein, qu'on soit dans sa ligne de mire, très clairement la planète elle se prendra tout dans la tronche. Et les catastrophes les plus graves qu'une tempête solaire pourra engendrer, ce sera un blackout mondial. C'est-à-dire que les particules solaires pourraient endommager très sévèrement les transformateurs électriques et pourraient plonger la planète dans un noir complet. Mais imaginez la vie sans électricité. Alors vous dites oui, bah, je mettrai des bougies, c'est rien le temps que ça fonctionne. Non, mais je vous explique, déjà on ne relance pas d'électricité comme ça à l'échelle planétaire. Ça prendra des semaines,
voire des mois. On ne change pas des transformateurs comme ça, enfin, ça va prendre beaucoup de temps déjà. Donc, préparez un bon gros stock de bougies quand même, hein, si vous voulez tenir pendant 6-8 mois à peu près, hein. Mais sans parler de ça, c'est que l'électricité, vous ne vous en rendez pas compte, elle fait partie de votre vie tout le temps, tous les jours. Donc, on va faire un petit scénario catastrophe. Plus d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien déjà, vous êtes plongé dans le noir. Tous vos appareils électriques de votre super cuisine high-tech, vous pouvez leur dire au revoir. Votre superbe téléphone, eh bien, il tiendra jusqu'à ce que sa batterie soit déchargée. Plus d'internet, donc plus de guidance. Oh là là, quelle catastrophe, plus de YouTube. Ça va pas faire mes affaires par contre, hein. Mais voilà, donc plus d'internet, plus d'électricité, automatiquement, eh ben, il y a plein d'autres choses aussi qui ne vont plus fonctionner, à savoir par exemple vos congélateurs, vos frigos, et sachant que la consommation de nourriture planétaire, c'est quand même 70 à 80% de produits frais. Il faut le savoir, hein. C'est-à-dire que les conserves, etc., il n'y en a pas tant que ça. On consomme beaucoup de produits frais. Mais l'électricité, ça va au-delà de ça. Ça sert aussi pour alimenter, pour produire de la nourriture, pour produire de la viande. Alors, bon, je sais, pour les véganes, ça va pas leur plaire, mais il y a des viandards, désolé. Ça sert pour produire la viande, ça sert pour produire les légumes, ça sert pour plein de choses. Ça sert aussi, par exemple, pour nettoyer votre eau pour en faire de l'eau potable qui sort dans votre robinet. Donc, vous voyez un petit peu tout le délire. Sans électricité, je vous laisse imaginer le chaos que ça va être. Bien sûr, plus de téléphone, enfin plus rien, vraiment plus rien. Le néant, nada, plus rien. On va revenir vraiment à l'âge de pierre, mais complète. On sera à l'âge de pierre. Donc imaginez, nous, hommes modernes qui sommes habitués, alors là pour le coup, ça vise principalement les pays surdéveloppés, hein. Vous savez, ces fameux pays qui sont au-dessus des autres, oui, bah, sans électricité, ils vont être bien inférieurs aux pays sous-développés parce on n'aura même pas la capacité de pouvoir se débrouiller parce qu'on ne sait pas se débrouiller. Faut être honnête, on ne sait pas, on ne sait plus. Voilà, on ne sait plus se débrouiller. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On aura quand même des millions, voire des milliards de morts. Il va y avoir des guerres civiles qui vont éclater de partout, des pillages dans tous les magasins. Enfin, vous voyez, juste ça, juste enlever l'électricité, fin du monde. Entre guillemets, fin du monde. Prenons un autre exemple. On va citer le super volcan que tous vous devez connaître, le fameux Yellowstone, hein, qui est dans un parc aux États-Unis. C'est un super volcan avec une chambre magmatique qui est gigantesque, et ce volcan a pour habitude de se réveiller environ tous les 600 000 ans. Juste à titre d'info, ça fait 640 000 ans que Yellowstone ne s'est pas réveillé. Autrement dit, il a 40 000 ans de retard. C'est pour vous aider à dormir que je vous dis ça. Non, blague à part. Mais imaginons que Yellowstone, du jour au lendemain, se réveille. Alors vous dites, oui, mais les États-Unis, c'est loin, on s'en fout, ça ne nous touchera pas. Non, effectivement, vous ne serez pas touché à proprement parler par la catastrophe. Mais en revanche, vous allez être touché par tout le reste qui arrivera. Regardez, en 2000, c'était en combien? En 2009? Je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'était en 2009, quand vous savez, le volcan islandais, me demandez pas de prononcer son nom, hein, vous savez, le nom qui a 40 lettres là, je sais pas quoi là, ça avait paralysé quand même beaucoup de pays et beaucoup d'aéroports avaient fermé, alors que c'était qu'un tout petit volcan ridicule qui était en Islande. L'Islande, c'est loin quand même d'ici, hein. Et ben ça avait paralysé quand même toute l'Europe, hein. Alors imaginez un volcan qui est 100 ou 1000 fois supérieur à ce petit pétard mouillé là, qui rentrera en éruption. Je vous laisse imaginer la catastrophe que ça pourrait être. Principalement pour les États-Unis, avant tout, mais rapidement, ça toucherait après le monde entier. Et oui, et pourquoi ça toucherait le monde entier? Parce que ce super volcan nous plongerait dans ce qu'on appelle un hiver volcanique. Pour faire simple, la Terre va s'enrouler d'une nappe de fumée tellement épaisse que les rayons du soleil ne pourront plus passer à travers. Alors vous dites, oui, bah, c'est pas bien grave, on sera dans la nuit. Oui, mais non, 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 c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que oui, on serait dans la nuit, mais ça se déroulerait entre 5 et 10 ans. Donc déjà, est-ce que vous voyez vivre dans un ciel qui est tout le temps rougeâtre, rouge marronné, hein, tout le temps sombre pendant 5 à 10 ans? Bon, déjà, moralement, est-ce qu'on peut tenir? Mais au-delà de ça, s'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de photosynthèse. Et qui dit plus de photosynthèse dit plus de légumes, plus de fleurs, plus de plantes, plus rien. Automatiquement, les animaux aussi vont être touchés, parce que si plus de plantes, les herbivores, ils y passent. Si les herbivores, ils y passent, les carnivores aussi, ils y passent, et fatalement, l'homme aussi va être touché au bout d'un moment, hein.
Je vous parle même pas de la chute des températures et tout ce que ça pourrait entraîner, parce qu'un hiver volcanique, je vous laisserai farfouiner sur YouTube et Google qu'est-ce que c'est. Un hiver volcanique, c'est pas juste être plongé dans le noir, ça a des conséquences qui sont dramatiques. Et pourtant, vous me direz, la cause, le départ originel, c'était un simple volcan. Il n'y avait rien de... Mais oui, mais un simple volcan qui a suffi pour mettre le bazar, tout simplement. Allez, je vais boire un petit coup parce que sinon mon thé va être tout froid après. J'ai toujours cette feuille, alors elle veut pas couler au fond de la tasse. Donc, tout ça pour vous dire que je ne crois pas en cette fameuse fin du monde. Pour moi, comme je viens de vous l'expliquer, je crois en une fin de cycle, quelque chose qui va s'arrêter prochainement. Quoi, je ne sais pas, sous quelle forme, je ne sais pas non plus. Mais voilà, je le sens, je le sens, je le sais. Et si vous êtes aussi sincère, si vous êtes connecté à la nature, si vous êtes à l'écoute de l'environnement dans lequel vous vivez, si vous suivez un petit peu les médias, pas trop non plus, hein, parce que les médias, parfois, la seule chose de vrai, c'est la date. Il faut savoir en prendre et en laisser de ce qu'on nous raconte. Comme pour tout le monde d'ailleurs, hein, faut jamais prendre les choses au pied de la lettre. Même moi, quand je fais les tirages, ne prenez jamais tout au pied de la lettre. Même si vous êtes extrêmement nombreux à me dire que je me trompe rarement, ok, on est d'accord, mais ne prenez pas non plus tout pour argent comptant, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, si vous êtes connecté un minimum à votre univers, vous devez le sentir en vous qu'il y a des choses qui ne vont plus. Regardez le climat, j'en parlais dans la vidéo, mais le temps, enfin, je vais vous dire un truc, ça vous fait rire. Il y a une abonnée là sur la vidéo de mes prédictions 2020 qui m'a mis une tartine, un pavé de commentaires pour me dire qu'en gros je jouais les fatalistes, que je ferais mieux de rester à faire mes tirages des énergies plutôt que de m'aventurer dans ce genre de trucs, que je prenais les gens pour des cons, que j'utilisais les événements pour étayer mes théories et compagnie. Non mais alors cette personne, si tu regardes cette vidéo très clairement, barre-toi, casse-toi de ma chaîne, vraiment, parce que tu ne m'apportes rien et ce type de personne non plus ne m'apporte rien très clairement. La stupidité, j'en ai vraiment marre. Ras-le-bol. Ras-le-bol des débiles. Non, mais il y a un moment, bien sûr que des catastrophes, il y en a toujours eu. Bien sûr que des cyclones, il y en a toujours eu. Bien sûr que des tsunamis, des tremblements de terre, des changements climatiques, bien sûr que tout ça, il y en a toujours eu. Et on vit dans une société où aujourd'hui l'information elle est relayée par des millions de personnes de façon instantanée. Donc oui, on a l'impression qu'il y a encore plus de tornades, qu'il y a encore plus de cyclones, qu'il y a encore plus de tremblements de terre, que ceci, que cela. Et à chaque fois, les médias ont tendance à rajouter une couche pour rendre le truc encore plus dramatique. Hein, et puis histoire de nous faire sombrer dans la panique. Mais c'est évident tout ça, mais il y a un moment, il faut savoir aussi être objectif et être honnête avec la réalité, parce que j'ai l'impression que ces personnes-là, cette personne et puis d'autres qui penseraient pareil, ces personnes, elles sont l'illustration même des personnes qui font la politique de l'autruche, à savoir je me fous la tête dans le sable, des catastrophes, il y en a toujours eu, mea culpa, tout va bien, on va continuer ainsi. Non, mais il faut arrêter un moment d'être aveugle et ouvrir les yeux réellement, parce que oui, des tornades, il y en a toujours eu, mais depuis quelques années, elles sont de plus en plus violentes. On a même rajouté un échelon sur l'échelle de Fujita, c'est-à-dire que de F5, maintenant il peut y avoir des F6, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, une F5, on parle de vents qui tournent à plus de 500 km/h, qui sont dévastateurs, des tornades qui font 2-3 km de large. Là, on a rajouté du coup F6, vous vous rendez compte, F6, ça veut dire des tornades qui sont encore plus puissantes. Les cyclones, c'est pareil, il y en a toujours eu, je suis d'accord, mais les cyclones, vous avez vu maintenant, la majorité sont tous en catégorie 4 ou 5. Alors que, pareil, sur l'échelle des cyclones, on a créé l'échelle 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas pour rien, ça veut dire qu'il y avait parfois des cyclones qui étaient très puissants, et puis d'autres, la plupart du temps, qui étaient moyens à faibles. Là, non, on tape que sur du 4-5. Prenez les tremblements de terre, ou pareil, il y en a toujours eu, je suis d'accord, mais les tremblements de terre, c'est aussi un fait, ils sont de plus en plus réguliers, et ils sont de plus en plus forts aussi, ça aussi, c'est un fait. Vous prenez les tsunamis, c'est pareil, il y en a toujours eu des tsunamis, ça fait partie du cycle naturel de la vie. La Terre, on vit certes sur un caillou, mais un caillou qui est vivant, un caillou qui bouge, qui forme, qui se déforme, qui parfois a une tension, et puis quand la tension éclate, ça provoque un tremblement de terre. Bien sûr que tout ça, il y en a eu, mais il faut regarder certaines choses dont l'homme est la cause et des choses qui sont effectivement proportionnellement qui grandissent avec le temps.
Donc les tremblements de terre, je dis pas que c'est à cause de l'homme, la terre bouge naturellement, oui, mais par contre, quand elle bouge un petit peu trop, ça veut dire qu'il y a une activité qui est en train de se faire aussi sous notre manteau rocheux. Et si on a ces tremblements de terre qui commencent à bouger un peu partout, qui suivent tous plus ou moins la ceinture de feu, eh bien on peut peut-être se dire que la terre, il y a quelque chose qui se réveille en dessous, peut-être quelque chose qui se prépare aussi, hein. Quand on voit les cyclones qui sont de plus en plus forts, qui sont de plus en plus violents, qui sont aussi beaucoup plus présents, hein, parce que les cyclones avant, il devait y en avoir, je sais pas, dans l'année, je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, mais il y en avait peut-être, je sais pas, 3, 4 dans l'année, là on passe à du 5, 6, 7, 8, enfin, c'est pareil pour les tornades, il y en a toujours eu des tornades, mais en principe, les tornades étaient plus connues pour être dans cette fameuse vallée des tornades aux États-Unis et pas forcément chez nous. Là, on commence à avoir des tornades qui sont chez nous, parfois des tornades qui sont un peu violentes. Aux États-Unis, ils ont des tornades de plus en plus fréquemment et qui ne sont plus dans les saisons des tornades, parce que c'est pareil, les saisons ne sont plus respectées non plus, elles sont de plus en plus fortes. Enfin, donc il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face, hein, quand on voit qu'il y a des dizaines d'espèces d'animaux qui disparaissent, littéralement, certaines qui sont protégées, mais ça ne sert même plus à rien de les protéger parce qu'elles sont complètement en train de disparaître. Quand on voit les glaciers qui fondent à vitesse grand V, vous prenez par exemple les Alpes. La dernière fois que je suis allé dans les Alpes, enfin la dernière, mais c'était la première fois, je voulais à tout prix voir la mer de glace, parce que pour moi, c'était, voilà, on avait vendu la mer de glace. Quand je suis arrivé devant la mer de glace, ah bah je l'ai cherché la mer, hein. Ah, pour moi c'était plus la mer morte de glace, hein. Il y avait rien, rien. Des cailloux, c'est tout. Et un glacier qui était microscopique tout au fond de la vallée, un truc qu'on voyait même pas, il fallait des jumelles pour le voir. Et qu'on m'a dit, tu vois, bah c'est ça la mer de glace, le glacier là-bas. Ah bon, d'accord. Moi je sais pas, moi la mer de glace, je m'attendais à un glacier qui descendait tout le long, quoi. Une mer, quoi. Pas ça. Pas un glaçon, quoi. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de dire oui, mais ça a toujours existé, nanana, nanana. Non, 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 oui, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ça prend des proportions qui en deviennent dramatiques, qu'on le veuille ou non, et il faut arrêter d'être couillon, il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter d'avoir la tête dans le sable, et plutôt constater qu'effectivement, on court vers quelque chose de grave, de gravissime. Voilà. Mais bon, donc tout ça pour finir, parce que je vois quand même j'en suis à 30 minutes, si on veut faire la tassomancie, il faudrait peut-être que j'abrège un peu. Tout ça pour vous dire que je pense qu'il n'y aura pas la fin du monde tel qu'on le connaît, même s'il y avait une grande catastrophe, de très grande envergure. Certes, il y aura de la perte, il y aura des millions, peut-être des milliards de morts. Mais l'être humain restera en vie. Regardez par exemple quand les dinosaures ont disparu, on a quand même eu un impact d'astéroïdes qui a éliminé plus de 90 à 95% de la vie sur Terre, et pourtant on est là. On est là. La nature est là, l'être humain est là, les animaux sont là, donc c'est bien la preuve qu'il y a eu des survivants et que la vie a trouvé un chemin, hein. C'est comme, vous savez, Malcolm là, dans Jurassic Park, là, le scientifique rocker qui dit que la vie trouve toujours son chemin. Mais c'est vrai, même s'il y avait un cataclysme, même si 90% des humains disparaîtraient, il en resterait quand même une poignée qui, voilà, qui perpétrerait la vie simplement. Comme je l'ai dit, ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment on peut changer les choses après. Parce que le truc, il va arriver, hein. La Terre, elle est en train d'étouffer littéralement. Elle est en train de monter en température. Et il faut savoir quelque chose. C'est que tout le monde voit au contraire des incendies, de la sécheresse, machin et tout. Oui, mais ça en fait, c'est juste le prologue de la vraie catastrophe. Parce que la vraie catastrophe, ça pourrait être probablement une glaciation paradoxalement parce que quand les choses s'échauffent trop, la Terre a un système de refroidissement naturel. C'est comme quand vous avez une journée d'été à 45 degrés, vous avez un orage derrière qui va venir rafraîchir l'atmosphère. Enfin, ça, c'était valable il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, elle ne rafraîchit plus rien du tout. Mais voilà, la Terre, à chaque fois qu'elle s'échauffe, il y a toujours un système de refroidissement. Et là, la Terre, elle va arriver à un moment où elle est en pleine canicule, elle, et quand ça pourra plus, eh ben, elle va lancer son système de refroidissement pour rafraîchir tout ça, pour refaire des glaciers, et puis ben, voilà, automatiquement et fatalement, ça va éliminer aussi tous ceux qui seront sur sa route, hein. Ça c'est sûr, hein. Parce que la nature, elle fera pas de distinction, hein. Blanc, noir, jaune, rouge, chrétien, musulman, tout ce qu'on veut. La Terre, elle fera pas de distinction. C'est tu es sur ma route, tu y passeras, hein. Voilà, ça c'est le côté cruel de la nature. Mais en même temps, on a un petit peu cherché quand même, hein. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, rassurez-vous, continuez à vivre comme vous le faites. Soyez surtout, j'ai envie de vous dire, si j'avais des conseils à vous donner, ce serait d'être dans la paix, dans l'authenticité, dans la
entre guillemets la vérité, ou en tout cas celle que vous pensez être la vérité. Soyez en communion avec la nature, soyez dans le respect de la nature. Un exemple tout bête, quand vous avez une abeille qui rentre dans votre maison, ne la tuez pas. Une abeille dans votre maison ne vous piquera jamais parce qu'elle a qu'une envie, c'est de retourner à sa ruche et elle a encore plus peur que vous, donc elle ne vous piquera pas. Au contraire, essayez de la faire sortir, vous prenez une feuille. Je suis le premier à avoir peur des insectes piqueurs, mais voilà, essayez de prendre un balai, une feuille, n'importe quoi, puis vous la poussez dehors, voilà. Essayez, c'est plein de petites choses comme ça en fait qu'il faudrait faire. Essayez de se reconnecter à la nature quand vous allez quelque part dans un environnement, même pour vous balader. Prenez un sac qui fera office de sac poubelle, ne jetez pas vos détritus. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, c'est rien, c'est ridicule. Comme je vous l'ai dit, c'est pas à notre échelle qu'on changera quoi que ce soit, hein, enfin par rapport à la nature. Mais en revanche, témoignez-lui du respect à la nature, parce que comme je viens de vous le dire, c'est un être vivant à part entière. Et peut-être que elle, comme je l'ai dit, la nature est cruelle. Mais peut-être qu'elle a fait une sélection, peut-être qu'elle voit les gens qui sont vrais. Après tout, on ne sait pas. Peut-être que Gaïa est une entité avec une conscience, avec une âme, et qui voit les personnes qui se soucient d'elle, qui s'inquiètent, qui sont respectueux. Peut-être qu'elle a fait plus ou moins une sélection des humains qu'elle veut sauver et qu'elle veut que ce soit eux qui continuent la vie. Et puis les méchants, les cruels, les débiles, les idiots, les ignares, les dominateurs, les tout ce qu'on veut. Peut-être qu'elle a déjà fait une sélection naturelle, va savoir. Donc le meilleur moyen, c'est de rester dans cette grâce, dans cette sincérité, dans cette honnêteté, dans cette connexion de la vie, de la vraie vie, et surtout d'être connecté aussi à la réalité. Hein, parce que j'ai beau le dire et le redire, mais j'en ai marre de ces gens qui vivent dans des pays de licorne, de flamants roses, de chocolat, de lépreux jaunes, de je sais pas quoi. Mais la vie, mais c'est pas ça, mais reconnectez-vous pour de vrai, bon sang. Arrêtez de vivre dans des chimères, dans des utopies qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Pourquoi elle remue la queue, Olympe? Qu'est-ce qu'elle voit? Bon, je suis peut-être pas tout seul à mon avis. Mais voilà, pour vous dire, soyez honnête, que ce soit envers vous, envers la nature, envers l'univers parce que l'homme pense dominer l'univers et la nature. Mais non, c'est la nature et c'est l'univers qui vous domine. Hein, parce que si demain, pour une raison X ou Y, je sais pas, là-haut, hein, il décide, oh, l'être humain, allez, laisse tomber, efface-moi tout ça, on recommence tout à zéro, vire-moi tout ce bordel, eh ben, on pourra pas faire bien grand-chose, hein, donc bon. Allez, je vais finir mon thé. On est à 37 minutes. J'en ai marre, sérieux. J'arrive pas à faire des vidéos courtes. C'est terrible. Donc bon, voilà, je voulais quand même partager ça avec vous. Et puis je voulais surtout vous préciser par rapport à cette vidéo, parce que je conçois que ça fait peur. Ça fait peur, c'est normal. Moi aussi j'ai peur. Alors je vous avoue que je suis partagé par deux trucs. C'est peut-être très sadique ce que je vais dire, mais je l'assume complètement. C'est que d'un côté, j'ai hâte de voir une catastrophe planétaire. Rien que pour avoir cette satisfaction de me dire, voyez tous là, vous pensiez dominer le monde, vous pensiez dominer la nature, vous avez tout détruit, vous avez tout anéanti juste pour de l'argent et du pouvoir. Aujourd'hui, voilà. Et d'un autre côté, j'ai peur aussi parce que j'aime la vie, j'aime la terre, j'aime la vie, j'aime ma vie, il y a plein de personnes que j'aime, il y a plein de personnes qui sont importantes dans ma vie, j'aime mon petit train de vie même s'il est très simple. Et j'ai pas forcément envie de tout voir, tout détruire et tout recommencer et pour aller où et faire quoi et repartir de quoi parce que vous vous rendez compte que là c'est une sorte de imaginons les survivants. Vous vous rendez compte que peut-être que vous ne pourrez plus habiter dans votre maison, qu'il faudra peut-être tout abandonner. Quand ça arrivera, peut-être qu'on n'aura même pas le temps de prendre une paire de chaussures ou n'importe quoi. Il faudra peut-être qu'on parte tel qu'on est. Et on n'aura rien et il faudra tout recommencer. Et c'est très traumatisant parce qu'on est quand même habitué par un certain train de vie. Et donc du coup, partir où et avec qui et recommencer pourquoi et commencer quoi et par quoi commencer et voyez, et tout ça, je peux concevoir que ça fait peur. Et puis sans parler du après, mais le pendant aussi, ça fait peur. Je veux dire, si on assiste à une catastrophe gigantesque, c'est clair que ça fait peur. Un exemple tout bête, imaginons qu'on a un astéroïde qui arrive. Vous vous rendez compte que l'astéroïde,
n'importe où on sera sur la Terre, tout le monde le verra. C'est-à-dire qu'on verra déjà une grosse boule lumineuse se rapprocher de la planète, chaque jour, à chaque heure, qui est de plus en plus grosse, de plus en plus lumineuse. Et puis, le moment où elle va frapper la Terre, bah déjà, n'importe où sur la Terre, on entendra la détonation. On aura ce tremblement de terre qui va tous nous secouer, l'onde de choc, enfin, vous vous rendez compte, rien que ça, on pourra en mourir cardiaque parce que l'être humain n'est pas, entre guillemets, conçu pour voir de ses yeux un truc pareil. Enfin, on voit ça dans les films catastrophes. Pour nous, c'est inconcevable de pouvoir le vivre en vrai. Donc déjà, rien que ça serait traumatisant à vivre. Et peut-être que les plus sensibles, déjà, bah, décéderaient tout simplement par une crise cardiaque, quoi. Peut-être moi le premier, va savoir, je sais pas, hein. Mais et puis, comme je vous ai dit, c'est le après. Le après, vivre avec rien, partir de rien, tout recommencer. Enfin, tout ça, voilà, c'est... Donc je pense, je peux comprendre après hein, certaines personnes qui préfèrent faire la politique de l'autruche, parce que peut-être que pour leur cerveau, c'est inconcevable, ou ça fait tellement peur qu'ils préfèrent ne pas se l'imaginer, ne pas se le représenter, pour continuer leur vie quotidienne. Mais ça n'empêchera pas que ça arrive, hein. C'est comme ceux qui croient pas aux fantômes. Bah oui, mais c'est pas parce que vous y croyez pas qu'ils n'existent pas, hein. C'est, hein, comme je disais, la Wi-Fi, vous la voyez pas et pourtant elle est là, hein. Le vent, vous le voyez pas et pourtant il est là. Les virus, vous les voyez pas non plus et pourtant ils sont bien là et c'est bien eux qui vous rendent malade, hein, alors que vous les voyez pas, vous les touchez pas. Bah, un fantôme, c'est pareil, vous le voyez pas, mais il existe quand même. Et les menaces, c'est pareil. C'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles n'existent pas. Hein, le soleil tous les matins brille avec votre café quand vous vous levez. Mais si vous vous approchez, bah, le soleil, c'est pas juste une gentillette bille lumineuse qui vous réchauffe le visage, non, c'est une méga bombe atomique qui fait quand même plus de 10 fois la taille de la planète et qui explose des centaines de fois par jour, qui permet de générer de la chaleur, de la lumière, etc. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas parce qu'on ne voit pas certaines choses qu'elles ne sont pas là et qu'elles n'existent pas. Donc avant tout, se reconnecter avec l'univers, c'est prendre conscience réellement de tout ce qui nous entoure. C'était beau ça pour finir, hein. Allez, j'en bois encore un petit coup parce que la dernière fois, j'ai voulu retourner, j'en ai mis de partout encore. Ça devrait être pas mal là. Allez, donc comme d'habitude, stop maintenant, on clôt le sujet. Donc comme d'habitude, vous laissez un petit fond dans votre tasse et puis vous mettez, on va tourner un petit coup, vous savez, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Je vous montre pas comment on fait, hein, quand même. Vous pouvez placer votre sous-tasse comme ceci et vous retournez tout simplement votre tasse. Je me suis reculé du bureau pour éviter que ça coule sur mes tapis si jamais ça recoulait. Et j'ai bien fait parce que ça a recoulé. Pourtant, j'en ai pas laissé beaucoup du liquide, ben ça suffit pour que ça tombe par terre, voilà. Allez, et on y va. Ah, c'est plutôt intéressant parce que là, ma tasse, elle est relativement... c'est moins chaotique que la semaine dernière. Parce que souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais quand même beaucoup de bazar dans ma tasse. C'était la semaine dernière ou... la semaine d'avant. Vous savez que j'avais la tasse qui avait été divisée comme ça en deux, qui avait une partie qui était beaucoup plus claire et l'autre qui était très encombrée. Non, je crois que c'était la semaine dernière. Bon, allez. Ce qu'on va faire les amis, vous bougez pas, on marque une toute petite pause qui va être imperceptible pour vous, c'est juste pour que je puisse vous changer d'angle, qu'on puisse faire l'analyse de la tasse. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve pour l'analyse de notre tasse. Bon, déjà, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, rappelez-vous, ce que je vous donne très souvent comme conseil, c'est déjà d'observer votre tasse pour voir plus ou moins si c'est plutôt chaotique, si au contraire c'est plutôt épuré. Déjà, ça peut être le reflet de votre vie à l'heure actuelle, une sorte de photo prise à l'instant T. Donc là, on peut voir quand même que c'est relativement épuré. Il y a quand même deux trois choses intéressantes à y regarder, mais on peut voir déjà par rapport à la semaine dernière que c'est un petit peu plus homogène la répartition des choses, comme s'il y avait un petit peu des choses qui s'étaient délayées hein, par rapport à ma situation. Alors évidemment là je vous parle pour moi, hein, n'ayant pas votre tasse sous les yeux, j'ose pas de vous faire une analyse pour vous. Mais si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais une espèce de carré à trois formes.
Hein. Certaines personnes m'avaient dit un C, c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu aussi interpréter un C, en plus C comme Cédric, ça tombait relativement bien. Mais j'avais cette espèce de carré à trois formes, et puis il y avait une espèce de amas comme ça qui sortait de ce carré. Là, on voit que les choses sont un petit peu plus diluées, et que c'est comme s'il y avait certaines choses qui étaient peut-être réglées, mais peut-être pour laisser place à d'autres. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'anse représente le consultant et votre position par rapport à ça. Je vous ai toujours dit que vous pouvez diviser la tasse en deux. La partie droite représente le yang et la partie gauche représente le yin. Ou l'inverse, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de code par rapport à ça. Très souvent, quand on divise la tasse en deux, on dit que tout ce qui appartient du côté gauche représente davantage le passé et tout ce qui appartient au côté droite davantage l'avenir. Là encore, ce sont des codes. Si vous, ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de pouvoir interpréter comme vous voulez. En revanche, ce qui est intéressant de savoir, et ça il faut l'appliquer quasiment tout le temps, c'est par rapport à la tasse, il existe trois types de couronnes. La couronne supérieure de la tasse va représenter tous les éléments à venir proches. On parle de 2, 3, 4 jours grand maximum, mais on est plus souvent sur du 2-3 jours. La couronne moyenne de la tasse, elle, va indiquer des éléments un petit peu plus éloignés, type 5, c'est une semaine, grand maximum 10 jours. Voilà. Et puis la couronne du fond va vraiment représenter les éléments qui sont beaucoup plus tard. Hein. On parle de 2-3 semaines, un mois, grand maximum 2 mois, mais voilà, on est sur quand même de l'éloigné. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer là tout de suite? Déjà, il y a une forme qui m'interpelle immédiatement, c'est celle-ci, je ne sais pas si vous allez la voir, mais j'ai vraiment l'impression de voir un animal. Alors, je ne saurais pas définir quoi, mais ça me fait penser un peu à un crocodile, ou un crocodile qui aurait bien mangé. Mais j'ai pas cette tête comme ça là, en pyramide, triangulaire, avec ce corps quand même assez allongé, une queue à la fin, et puis on voit des pattes un peu massives. Ça me fait penser à une espèce de crocodile. Alors, qu'est-ce que le crocodile pourrait nous dire? Qu'est-ce qu'il pourrait représenter? Moi, le crocodile, je le vois comme un animal étant sacré. Hein, je l'associe tout de suite à l'Égypte. Et le crocodile, c'était vraiment un animal qui était sacré à l'époque de l'Égypte antique, puisque il existe le dieu à tête de crocodile, hein, qui est le dieu Sobek. Et Sobek était entre autres le dieu de la fertilité, le dieu qui apportait, hein, parce que le crocodile vivait dans le Nil, et le Nil était vraiment le symbole de la fertilité. C'est lui qui fertilisait les champs, qui apportait les récoltes, qui apportait le limon, hein, qui était nécessaire pour... comment on appelle ça? Pour... ah, j'ai mangé mon mot. Pour... euh, qui servait d'engrais. Ah, je trouvais plus ce que je voulais dire. Voilà, qui servait d'engrais. C'était pas le mot que je cherchais, mais c'est pareil. Donc, qui servait d'engrais, c'est vraiment le symbole de la fertilité. Donc, est-ce que le crocodile, là, pourrait me parler ici de quelque chose qui serait fertile dans l'avenir, hein, peut-être que je vais attaquer un projet ou faire quelque chose de particulier. Et ce projet-là est placé sous le signe de la fertilité et des choses qui vont bien se dérouler ou qui vont apporter une certaine prospérité après. On ne sait pas, mais en tout cas, on sait que c'est sur le fond de la tasse, donc ce sont des éléments qui sont à venir plus éloignés. On peut donc penser que si j'entame un projet, si j'entame quelque chose, je ne le saurai qu'avec le temps que ce projet était fertile, mais en tout cas que ça m'apportera une récolte ou quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? On a ce symbole, je ne sais pas si vous allez le voir, on a ce symbole, alors moi ce symbole, je ne sais pas vous ce que vous verrez, encore une fois, je le dis, je le redis, l'interprétation en tasséomancie, c'est vraiment comme le test de Rorschach, chacun y voit ce qu'il veut. Hein, c'est pas moi qui ai raison et vous qui avez tort ou l'inverse. Non, mon interprétation sera tout aussi bonne que la vôtre, que celle du voisin, que celle du martien, que n'importe qui. Donc ici, moi j'y vois deux poissons qui tournent. Ça me fait un peu penser au symbole astrologique des poissons. Je vois un poisson là qui tourne et puis un autre là qui forme cette espèce
comme ça, d'unité, d'harmonie qui tourne. Donc le poisson, de quoi ça pourrait nous parler le poisson? Ça pourrait nous parler, si on nomme le normand, ça pourrait nous parler de prospérité, ça pourrait nous parler ici d'évolution, ça pourrait nous parler d'un lien avec l'argent, ça tombe bien, le crocodile me fait penser justement à la fertilité, aux choses qui sont fertiles. Le poisson pourrait nous parler d'évolution et de prospérité. Si je pense par exemple à la pêche miraculeuse dans la Bible, hein, le fait de reproduire des poissons pour donner de la nourriture à tout le monde. Donc est-ce qu'ici on a ce lien avec la prospérité et l'évolution, plus la fertilité? Peut-être que c'est lié, très certainement. Euh, du coup, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant parce que ici, ça me parle de quelque chose qui est lié à la fertilité, à la croissance, à l'évolution. En plus, ici, moi, je vois une espèce de bateau. Je vois quelqu'un qui est assis. Alors, c'est assez bizarre comme. Mais je vois plutôt une scène. Je vois pas une forme. Je vois plutôt une scène. Je sais pas si vous allez pouvoir voir comme moi. Mais ici, je vois une sorte de scène, là, à l'horizontale. Et puis ici, je vois une assise. Une chaise, un fauteuil, peu importe. Et je vois quelqu'un comme ça qui est debout comme s'il était sur le devant de la scène. Hein, parce qu'on voit par exemple le fauteuil qui est assez loin par rapport à lui, parce qu'il apparaît beaucoup plus petit. Donc on peut penser que ce fauteuil il est plus éloigné, et lui il se tient vraiment sur le devant de la scène. Donc est-ce que ça me parle, là encore c'est dans un avenir éloigné, est-ce que ça me parlerait d'un événement qui ferait que je serais mis sur le devant de la scène, que les regards seraient tournés vers moi, ou que j'attirerais l'attention sur moi, ou alors que je serais mis en lumière par rapport à une compétence particulière ou quelque chose que je ferais, quelque chose qui serait lié du coup à la fertilité et l'évolution, peut-être, hein, peut-être. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Je vais éviter de foutre tout par terre. Ici, je sais pas vous si vous allez le voir sur la couronne supérieure. Ici, je vois une espèce d'oiseau, ça me fait penser à une colombe qu'on verrait de haut qui est en train de plonger. Hein, là, j'ai l'impression de voir sa tête, ses pattes, et puis son aile ici qui est ouverte, et puis l'autre qui est là, comme si elle était en train de plonger. Alors, ça peut être, j'ai dit une colombe, mais parce que moi j'y vois plus une colombe. Enfin, c'est le premier oiseau qui m'est venu. Là aussi, je vous le dis, je vous le redis encore une fois, les premières choses qui vous viennent en tête, gardez-les tout de suite. Là, moi, par exemple, j'ai vu une colombe, mais ça pourrait être, on pourrait dire, un pigeon, un faucon, tout ce que vous voulez. Hein. Mais le premier mot qui m'est venu en tête, c'était une colombe. Donc, je vais garder colombe. La colombe, de quoi elle pourrait me parler? Elle pourrait me parler ici de paix. Hein, et en plus, ça m'arrange parce que c'est sur la couronne supérieure. Donc une certaine paix qui pourrait venir s'installer, une paix qui me tomberait dessus parce qu'on voit la colombe qui ne prend pas son envol pour sortir de la tasse, mais au contraire qui plonge et qui plonge dans l'avenir. Hein, puisque ici, la couronne supérieure indique les événements proches. Et puis, plus on s'enfonce dans la tasse, plus on va sur un avenir plus éloigné. Donc du coup, est-ce que cette colombe plonge comme ça dans mon avenir pour m'amener avec elle cette paix, hein, une paix et un certain bonheur, peut-être, je l'espère. Ici, alors je regarde la caméra, ouais, vous le voyez pas tout à fait comme moi. Mais ici, j'ai l'impression de revoir cette bouche. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, oui, en plus, je tenais ma tasse comme ça et j'avais la bouche aussi qui était par là, il me semble. Mais c'est marrant parce que là, j'ai l'impression de revoir à nouveau cette bouche. Hein. Mais cette bouche, cette fois-ci, il n'y a rien autour, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Juste une bouche fermée. Donc, est-ce que ça peut encore me parler de révélation dans un avenir un peu plus éloigné? Ça serait cohérent, sachant que la semaine dernière, je l'avais qui était aussi dans cette position, hein, au niveau de la couronne moyenne. Donc du coup, ça pourrait à nouveau me parler de dialogue, d'échange ou de secret peut-être, je ne sais pas. En plus, regardez ici, on a une espèce de flèche, hein, de flèche qui nous pointe la bouche. Donc est-ce que dans l'avenir en plus, dans un avenir plus éloigné, donc est-ce qu'elle se ne parlerait peut-être ici de révélations qui se feraient, de choses qu'on va m'apprendre ou de choses... Ah, attendez, parce que je suis en train de penser à quelque chose. Si là on est dans le futur très éloigné, là on est dans un futur plus proche, donc ce serait des choses du futur qui me viendraient. Comment c'est possible ça?
Euh, Comment je pourrais avoir des informations qui n'auraient pas encore été dites? Je sais pas. Je sais pas, mais si on regarde la flèche, si on l'inverse, regardez, ça fait une espèce de Y. Donc est-ce qu'en fait c'est des informations qui transiteraient dans l'avenir ou qu'il y aurait une répercussion dans l'avenir? Je pense que c'est plus probable comme ça quand même, hein. Oui, ce serait plus ça, hein. Des conséquences d'échanges, peut-être. Peut-être. Et en plus, le Y, ça fait un peu penser à comme ça un entonnoir, une ouverture. Donc, est-ce que quelque chose qui va être dit va ouvrir sur autre chose, sur une opportunité? Peut-être. Peut-être parce qu'en plus, regardez quand même, on a plus ou moins quelque chose qui sort de cette bouche. Ça fait. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait un peu penser. Alors, c'est vrai que ça a plein de formes. On pourrait y voir un poisson aussi. Ça pourrait. Auquel cas, on a quand même beaucoup de poissons. On a un milieu qui est très marin, hein. Sur cette séance. On a un milieu qui est très marin quand même. C'est marrant parce que tout ce qui est couronne supérieure, on est plutôt dans l'aérien. Et au fond, on est plutôt sur du marin, hein. On a c'est marrant. Donc, on pourrait y voir un poisson. On pourrait y voir un dragon aussi aussi. Mais moi, ce à quoi ça me fait penser un peu à une bulle. Vous savez, comme dans les BD, quand il y a une bulle pour dire que le personnage est en train de parler ou qu'il pense à quelque chose. Et regardez, le filament est presque rattaché à la bouche. Donc, est-ce que ça serait une bulle? Est-ce que ça serait quelque chose qui serait dit, qui va faire son bonhomme de chemin? Parce que regardez quand même, cette bulle n'est pas très éloignée du crocodile. En plus, si on regarde notre Y, on voit qu'il y a une branche qui relie la bulle et une autre qui pointe le crocodile. Donc est-ce que je pourrais dire quelque chose qui aurait un impact dans le futur et qui apporterait une certaine fertilité? Peut-être, je ne sais pas, imaginons, on va prendre un exemple tout bête, imaginons que je passe un entretien d'embauche. Donc ça symboliserait l'échange que j'ai eu à mon entretien d'embauche. Et puis le crocodile, du coup, montrerait la conséquence de cet entretien d'embauche qui, si on le croit, serait positive. Par exemple, hein, c'est un exemple encore une fois. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre, les amis? Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de vous approcher un peu la tasse. Je sais pas si vous allez le voir, j'ai l'impression de voir comme une sorte de tortue. Mais une tortue qu'on verrait d'en haut. Parce que regardez, ici il y a ses pattes, là. Ici on aurait sa carapace, là son petit bout de queue. Donc ouais, ça pourrait me faire penser à une tortue. La tortue, ça a beaucoup de symbolique, hein, surtout dans la tasséomancie. Moi, la première tortue qui... Enfin, la première tortue... Pardon, la première signification qui me viendrait de la tortue, ça me ferait plutôt penser à quelque chose qui est lent, mais qui va arriver à destination, qui juste va prendre son temps pour y arriver. Alors, c'est pas la seule signification de la tortue. Mais perso, c'est ce qui me viendrait à l'idée. Surtout en plus là, dans la couronne supérieure, ça nous parle d'événements proches, très proches. Donc est-ce que ça pourrait nous dire qu'il y a quelque chose qui va faire son petit bonhomme de chemin, qui va y aller tranquillement, sans être poussé, sans être précipité, mais qui finira par arriver à bon port. Surtout qu'en plus, on a la tortue qui prend la direction, vous voyez, du devant de la scène, là, avec ce personnage, l'assise, là. La tortue va tout doucement, voilà, vers ce personnage qui est mis en avant. Donc, est-ce que ça pourrait nous dire que quelque chose est en train, c'est en marche, mais voilà, ça va prendre son temps, ça va pas se précipiter. Et puis là, alors là, très sincèrement, les amis, j'y vois pas grand-chose. Il n'y a pas de formes qui me viennent en tête particulièrement. Euh, Honnêtement, non. Si là, peut-être à la rigueur, j'y verrais peut-être un petit papillon ici. Regardez, je vais vous tourner la tasse. Peut-être ici, on peut y voir un petit papillon. Mais encore une fois, on est sur quelque chose qui prend son envol, une transformation, une évolution. Donc on revient encore à ce double poisson, hein, qui nous parlait déjà d'évolution. Peut-être, peut-être. Mais là, ouais, non, j'y vois pas. Enfin, moi, j'ai rien qui me frappe à l'esprit.
Donc, comme je l'ai toujours dit, ne forcez pas. Si les choses ne vous viennent pas de façon intuitive et instinctive, ne forcez pas. Voilà. Ne forcez pas à avoir des trucs parce que vous allez vous fausser votre tirage en fait et votre interprétation. Donc, ne forcez pas, il faut que ça vous vienne de façon vraiment très intuitive et instinctive. Comme là, vous voyez par exemple cette forme elle m'inspire rien en fait. J'y vois juste une feuille de thé pour le coup. J'arrive pas à définir une forme. Donc, par conséquent, si cette forme ne me parle pas, je vais pas m'embêter à l'interpréter. C'est que ça, voilà, ça n'a pas besoin, ça a pas besoin, j'ai pas besoin de l'interpréter en tout cas. Voilà donc mes chers amis, ce qu'on pourrait en dire pour cette séance. Ouais, je pense qu'on en a fait le tour. Voilà donc mes chers amis pour ce nouveau rendez-vous du Tea Time. J'espère sincèrement que ça vous a plu et encore une fois j'en suis à 1 heure de vidéo. C'est pas la peine. Je crois que je vais laisser faire les choses. J'arriverai pas à faire une vidéo de 40 minutes, c'est pas possible. J'ai tellement trop de choses à vous dire à chaque fois que j'arrive pas. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous l'avais dit, hein, mais je vous le rappelle que cette vidéo, elle est faite c'est votre espace à vous. Si vous voulez me poser des questions particulières, vous me mettez tout en commentaire et moi je note vos questions pour y répondre la semaine d'après. Alors attention, hein, les questions, c'est pas est-ce que je vais signer mon contrat de travail, est-ce que ci, est-ce que ça. Non, c'est qu'est-ce que je pense de tel domaine, de tel sujet, etc., etc. D'accord. Et puis voilà, mes chers amis. Petit à petit, je vais vous mener, hein, là on est qu'à au troisième épisode du Tea Time, mais petit à petit, je vais un petit peu réduire les temps d'échange, non pas que j'aime plus ça, mais pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de temps sur le travail vraiment du thé. Parce que je voudrais petit à petit vous amener vers certaines interprétations de figures qu'on peut retrouver dans les feuilles de thé et puis aussi vous apprendre, il faut que ce soit un petit peu pédagogique, c'était quand même l'idée principale et originale des vidéos. Donc si vous voulez que je vous apprenne vraiment les choses, on va commencer un petit peu à bosser, donc je ferai un petit peu moins de blabla durant la vidéo, j'essaierai de me limiter à 20-25 minutes pour que la deuxième partie on ait voilà, une bonne demi-heure pour travailler ensemble et commencer à bosser vraiment les interprétations, rentrer un peu plus dans les détails. Et puis après, pas tout de suite, hein, pas tout de suite, mais quand on sera bien à l'aise, quand vous vous sentirez bien à l'aise aussi avec votre tasse, on passera sur ce que je vous avais dit, cette tasse-là qui est un petit peu plus précise, s'appelle la tasse de la destinée. Vous pouvez trouver, je vous ai donné le lien sur Amazon si vous voulez vous la procurer, elle n'est pas très chère. Le coffret est à 18 €, donc c'est honnête. Parce que ça, en fait, c'est un autre support de tasséomancie où on va pas tout à fait interpréter les mêmes choses de la même façon. Enfin, vous verrez, je vous expliquerai ça, mais pas tout de suite, dans d'autres vidéos. Pour le moment, vous pensez pas à ça, on va plutôt se concentrer vraiment que sur la tasse. J'en profite pour répondre à une dernière petite question, ça évitera qu'on me repose la question pour d'autres. Là, on fait de la tasséomancie, mais vous pouvez aussi le faire dans le marc de café, c'est aussi valable. Hein. Vous faites un café, comment qu'on appelle ça, un café turc, donc avec le marc de café, tout ça, vous buvez votre café, et vous pouvez également faire le même travail que la tasséomancie. La seule variante, on pourrait dire, c'est que dans le marc de café, fatalement, hein, le marc est beaucoup plus fin, il est moulu très finement, donc vous risquez d'avoir peut-être beaucoup plus de détails, beaucoup plus de formes qui vont se présenter à vous, mais ça marche tout autant, hein. Vous pouvez aussi le faire avec du marc de café, il n'y a aucun problème, ça marche exactement pareil. Simplement vous aurez certaines variantes parce que vous aurez plus de formes qui vont se proposer à vous, tout simplement. Mais sinon, c'est le même principe, vous utilisez le même truc, à savoir la couronne supérieure, la couronne médiane et la couronne intérieure, la anse de la tasse, tout est valable, ce sera exactement pareil, simplement avec du marc de café. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort, mes chers amis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, je répondrai à vos questions et je propose qu'on se fasse un spécial histoire parce que on m'a posé des questions par rapport à l'Égypte, pourquoi ma passion de l'histoire, etc., etc. Qu'est-ce que je pensais de la réincarnation, mais on va le faire un petit peu plus poussé parce que j'ai eu des questions un petit peu plus pointues sur la réincarnation. Donc, je propose ce thème-là pour la semaine prochaine et puis on verra après
après, pour les semaines suivantes, je compte sur vous parce que c'est vous qui allez animer le Tea Time avec vos questions, d'accord? Et puis en même temps, c'est votre faute si je fais des vidéos super longues. Vous n'avez pas besoin de me poser des questions qui sont super intéressantes sur lesquelles j'ai plein d'idées et j'ai plein de choses à dire, hein? Voilà, donc vous en prenez qu'à vous si je fais des vidéos d'1 heure. Voilà, tout simplement. Allez, passez une très belle semaine, enfin même si vous me voyez régulièrement, mais c'est pour la forme que je dis ça. Allez, à mercredi prochain à tous, gros bisous.